Donc, bien le bonjour, on va pouvoir commencer ça. Donc, on en est rendu au point où on est à notre 5e podcast. Donc, déjà, ça quand même avance assez rapidement, je dois bien avouer. Salut Nabi, comment tu vas? Donc, aujourd'hui, en fait, le podcast, évidemment, j'avais eu l'idée d'aller autrement, de continuer à travailler évidemment sur les souverains et souveraines de France, comme je l'avais dit précédemment, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment énorme. Et je dois avouer, j'ai eu peu de temps pour travailler dessus. Donc, on va y aller avec un autre sujet. Donc, pourquoi est-ce que ici on voit justement que j'ai trouvé l'idée, en fait, de parler de l'histoire qui est derrière l'accent québécois et l'accent français. Donc, souvent, au Québec, principalement, on se fait dire qu'on a un accent. Donc, ça, allusion, somme toute, dans la grande majorité inoffensive ou dit sans arrière-pensée. Et à un moment donné, à ce part de se le faire dire, c'est coudonc, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est d'autres choses? Est-ce que c'est une question de perception? Donc, on va être capable justement d'aller visiter un peu finalement les dessous de cette question. Donc, on va commencer d'abord par un petit rappel historique à considérer, à savoir ici. Donc, tout d'abord, quelque chose de très intéressant dans mes recherches a été en fait de considérer que on n'a peut-être pas pensé nécessairement à la question, mais quel endroit au monde a parlé de façon nationale le français? Donc, cette question-là est arrivée très rapidement sous le tapis en voyant que finalement, il y a une seule place qui l'a parlé réellement en premier. Beaucoup auraient évidemment, et ça, l'erreur est toute innocente aussi dans le sens qu'elle n'est pas négative et péjorative, mais de croire que c'est en France qu'on aurait parlé le français de façon internationale. Ou de façon nationale plutôt. Mais non, en fait, la réalité, c'est que c'est en Nouvelle-France que la langue nationale va être le français, où tout le monde va se comprendre, c'est en français. En France, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que le français était singulièrement, en fait, une langue destinée à la noblesse principalement pour qu'elle puisse se comprendre entre elles, mais les gens de tous les jours, donc, parlaient, eux, la langue populaire des endroits. Il y a eu beaucoup de langues qui étaient en France. D'ailleurs, on peut parler, exemple, du breton, de l'occitan, et j'en passe parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, ces langues-là étaient parlées principalement par des gens des endroits où est-ce qu'ils vivaient, tout simplement. Alors que, en Nouvelle-France, la seule façon de se reconnaître, c'était pas de parler le langage de où est-ce que les gens habitaient auparavant, mais plus ceux des gens qui pourraient se comprendre. Donc, le français est devenu en Nouvelle-France la première fois où un territoire national a été discuté en français au complet. Donc, ça déjà, c'était, je trouve, une approche intéressante au niveau du point de vue où on démystifiait déjà cette espèce d'importance du français venant de la France. Donc oui, ceux qui sont arrivés ici en Nouvelle-France parlaient français, et il y a une classe principale qui se servait du français de façon quotidienne. Donc comme je disais, il y en avait beaucoup de langues qui étaient parlées en France. Donc ça faisait que c'est pas la piste de solution qui nous est permis d'aller chercher justement cette représentation pour la langue française. Donc, qui en France pouvait parler le français et se retrouver en Nouvelle-France, être capable de le parler, alors que le commun des mortels dans le pays de l'Hexagone, lui, ne faisait que parler la langue locale, donc avec probablement des 20 à 30 langues minimum, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, ce qui nous amène à aller vers une autre piste, en fait, qui va être lourde de conséquences pour le futur, comme on pourra le voir au niveau des accents. Donc, à savoir ici, les impacts d'un tel fait. On va reconnaître en fait que, juste m'assurer, on a ici les gens en fait qui parlaient principalement le français à l'époque. C'était la noblesse. La noblesse
non seulement parler français, mais se l'utiliser pour être capable de se comprendre en soi. D'ailleurs, autre fait intéressant, on se rappelle que Guillaume le Conquérant a aussi amené le français dans la cour d'Angleterre avec sa conquête et son couronnement comme roi d'Angleterre à l'époque, donc au 11e siècle. À savoir aussi que justement cette principale particularité-là, en fait, va être mis en branle par un autre événement historique qui va se dérouler en 1789. Donc, on revient à l'époque où, à ce moment-là, les personnes qui vont en Nouvelle-France ne sont pas simplement des gens du commun du mortel, mais ont la capacité de parler français. Donc, ont une certaine proximité avec la noblesse, ce n'est pas une noblesse elle-même. Donc, ce qui nous amène justement à avoir des gens qui non seulement ont quand même une particularité de ne pas être des gens dans la rue, malgré ce que l'histoire essaie de nous faire croire parce qu'elle a été écrite par les vainqueurs. C'est plus facile pour les vainqueurs de faire croire que les gens qui parlent notre langue qu'on ne veut pas voir parler s'abaissent, donc est une honte à parler le français, et donc on va essayer de réduire le plus possible cette approche-là. Donc, les personnes qui parlaient français avaient une certaine connaissance, et tout le monde qui allait en Nouvelle-France parlait le français. Donc, comme je vous l'ai dit, on allait vers quoi? La bourgeoisie ou la noblesse, qui était probablement la seule à le parler. Parce que sinon, les gens qui parlaient leur langue commune, principalement, qui vivaient dans leur village où est-ce qu'ils ne sortaient que très rarement, eux n'étaient pas des candidats à la colonisation parce qu'ils seraient arrivés dans un pays complètement étranger avec une langue étrangère qu'ils ne connaissaient pas. Mais ça, on va voir la conséquence justement de cette réalité à cet endroit-là, à savoir la Révolution française. Donc en 1789, la Révolution française démarre par un groupe d'à peu près une centaine de personnes. On a l'imaginaire aussi que des gens par milliers ont décidé d'attaquer la Bastille, mais il n'était qu'à peu près, grosso modo et maximum une centaine de personnes. Donc on se rend compte, plus on en apprend l'histoire et plus on se rend compte qu'en fait les changements importants sont faits par un groupe de personnes qui sont très convaincus de leur avancée ou de leur idée. Donc rarement la généralité de la population va joindre un mouvement, sauf quand il est bien entamé par des groupes beaucoup plus petits, mais qui croient beaucoup plus à leur idée. Donc, pour en revenir à la Révolution française, c'est que justement, la Révolution française s'oriente envers un adversaire qui est qui? La monarchie, donc, sous-entendu, la noblesse. Cette noblesse qui parle français, avec un accent allemand, et là, c'est là que va commencer la mutation. Parce que on se rend compte finalement que les gens parlent communément avec le même accent à ce moment-là. Mais au temps de la Révolution française, il y a un changement qui se produit. Et ce changement-là est phonétique. Pourquoi phonétique? C'est parce qu'on veut se détacher de la noblesse. Et pourquoi on a fait la Révolution en partie, pas entièrement, mais en partie, c'était par cette noblesse qu'on voyait paresseuse, qui dilapidait les fonds, qui laissait les gens mourir de faim. Bon, toute la reconnaissance qu'on peut y voir de ce côté-là, et aussi la propagande, parce que certains avaient beaucoup plus d'avantages de se voir monter au pouvoir que d'autres. Donc, en enlevant tout ça, le portrait général, c'est que phonétiquement, on essaie de se dissocier de la noblesse. Ce qui va faire que, non seulement la France va commencer à de plus en plus instaurer la langue française à tous les autres départements ou tous les autres territoires français en France, parce que là, ils considèrent que c'est la langue de la République. Donc, on va voir de plus en plus les langues parlées localement réduire en importance. Donc, il va y avoir vraiment un mouvement vers la francisation de la France, ironiquement, mais qui, en fait, s'est découvert par, justement, ces recherches-là. Alors qu'on se rappelle qu'en Nouvelle-France, ça parlait français, même à la chute. Donc, une fois, là, on est en 1789, la Nouvelle-France est tombée, là. Il n'y a pas de colonie nord-américaine à Nouvelle-France. Non, c'est une conquête anglaise à ce jour. Mais cette division-là et cette séparation-là va faire que avant 1789, quand il y avait des Français qui allaient en France et vice-versa, il allait avoir communément les textes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent comme nous. Ils parlent comme nous, ils s'expriment comme nous, on s'entend très bien et on n'a aucun problème avec ça.
Mais avec le changement que je viens de parler justement de se dissocier de la noblesse et d'aller phonétiquement, le français va de plus en plus changer, donc dans sa prononciation, comme on le connaît actuellement de nos jours en France. Et il va y avoir une institutionnalisation qui va se faire, ce qui veut dire par là que Napoléon III, dans son règne de 1854 à 1870, jusqu'à sa défaite aux mains de la Prusse qui va devenir le Reich à ce moment-là, le Deuxième Reich, on considère qu'il va rendre officielle l'utilisation de la façon de s'exprimer de l'accent français. Donc, ce qui nous mène dans les faits à nous rendre compte d'une chose. L'accent québécois, en fait, est une vitrine sur comment parlaient les Français à l'époque. Donc, tout ça, certains pourront dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Eh bien, ce sont les faits. Donc, au niveau historique, les recherches amènent justement à montrer que la Nouvelle-France et le Canada, Québec, aujourd'hui, a conservé justement le français par à ce moment-là parce qu'il n'a pas été atteint par les mouvements des révolutions. Ces idées-là de changer phonétiquement la façon de s'exprimer n'ont pas atteint les rives ouest de l'Atlantique, ce qui fait que les gens continuent à parler de la même façon. Donc, la même façon que les nobles discutaient entre eux en 1700. Ce qui nous amène justement à découvrir que finalement, l'accent français, si on considère le règne de Napoléon III, a environ 160-170 ans de vie, alors que l'accent québécois remonte encore plus loin avant la colonisation française, donc à savoir justement depuis probablement le Moyen-Âge au minimum, à savoir que ça fait quand même beaucoup en termes de temps et d'histoire. Donc, l'accent québécois a un héritage au niveau du temps beaucoup plus long que celui de l'accent français, à savoir justement que ça peut être assez impressionnant de ce côté-là. Et c'est drôle de voir justement que le Québec ou tous autres endroits ont conservé justement des vestiges de l'époque. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais, ceci dit, on entend encore de nos jours, ah, les Québécois, vous avez un accent. Là, j'essaie pas d'imiter d'accent du tout autrement, je veux pas tomber là-dedans, mais c'est ça, se faire dire tout le temps qu'on a un accent, alors que théoriquement, nous avons l'accent officiel de la langue française. C'est juste qu'il a été conservé et qu'il a été maintenu par la division géographique qu'il y a eu par l'Atlantique. Mais ça va amener d'autres répercussions. Justement, cette fausse idée que les Québécois n'ont pas le vrai accent. Si on veut, entre parenthèses, on va dire vrai parce que toute langue évolue. D'ailleurs, je crois que le québécois devrait être considéré, français québécois devrait être considéré comme une langue à part entière pour lui. On se rend compte finalement qu'il y a beaucoup de trucs qui vont survenir avec l'histoire. Donc, à l'époque actuelle, parce qu'on peut ne plus faire le retour historique avec ce qu'on a vu, mais maintenant, on a en fait une diminution du français dans l'Amérique au complet, qui ne représente qu'à 2% de la population en Amérique du Nord, ou du moins en Amérique en entière, et même au Canada, au Québec et d'autres parties aux États-Unis. À savoir justement que les recensements du gouvernement canadien le démontrent. Donc, stipule qu'en 5 ans, il y a 1,5% de personnes qui ont arrêté de parler le français à la maison. Donc, c'est une diminution. On a vu que l'anglais a augmenté de 12 à 13%. Donc, la minorité anglophone du Québec, si souhaité amener de l'avant par Trudeau augmente. Donc, de ce côté-là, on se rend compte que finalement, les discours officiels de la politique ne sont pas vrais. Et c'est une honte, pas une honte nécessairement dans le sens où de dire que pourquoi est-ce que la langue ralentit et recule. Le premier, évidemment, c'est la mise de l'avant de l'anglais, tout le temps considéré. Peut-être que je pourrais faire une section là-dessus, mais avant 1950, tout se faisait en anglais au Québec. Donc, pour certains, il y en a peut-être qui vont faire le saut, mais c'est en 1960, avec la Révolution tranquille, qu'il va y avoir une affirmation de l'identité québécoise, dont la langue française pour sa sauvegarde. Mais avant ça, tout se fait en anglais. Les compagnies travaillent en anglais. Des milliers de personnes vont suivre le foreman anglais
et leur dire tout en anglais. Donc, la langue va se mettre à l'entrée de la mine ou tout autre endroit et on ne le parlera pas. Et ce qui va arriver justement, c'est que non seulement il va y avoir la pression de l'anglais, qui on l'a vu était déjà présente avant, et là il y a eu les lois ou du moins le réveil culturel pour essayer de protéger ça. On va se rendre compte aussi qu'il y a un autre effet plus pervers qui s'appelle la purification de la langue. J'explique le principe. Donc, si on a la mauvaise conséquence de croire que pour X raisons qui ne sont pas nécessairement négatives, mais juste par des fois manque de connaissances, ce qui est tout à fait normal vu qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vie, on se rend compte que certaines personnes peuvent dire le fameux « Ah non, faut pas dire ça de même, faut plutôt dire ça comme ça ». Eh bien, ça a la mauvaise et fâcheuse influence d'amener un élément de honte à toutes les populations qui parlent soit différemment ou qui ont conservé certaines particularités. Je préfère dire ça comme ça, qui ont conservé certaines particularités. À savoir que des façons de s'exprimer, exemple à Terre-Neuve, sont restées, ça fait 500 ans qu'ils ne sont qui étaient utilisées. Eux autres ont conservé ça. Alors pourquoi aller lui dire que le gars de Terre-Neuve qui s'exprime de cette façon-là ne l'a pas dit de la bonne façon? Donc ça, cette pression-là nécessairement qui peuvent arriver, on l'a vu aussi dans les villes aux États-Unis, à savoir la vieille mine et Frenchville. Ces deux villes-là, en fait, au début du 20e siècle, parlaient le français communément, avant que la télévision arrive ou ces choses comme ça, donc qui allait amener l'ouverture culturelle ou du moins l'application en tant que telle de tu dois parler anglais, sinon tu n'auras aucun avancement économique et social, ce qui amène en fait la population de ces pays, de ces villes-là à ne pas parler français et non seulement ça, à voir que de 1930 à 1970, on va voir en fait la perte du français où c'est seulement des personnes de 70 ans et de 80 ans qui vont parler le français, mais les jeunes des générations ne l'auront pas apprise, alors que ça fait quand même très longtemps qu'ils étaient installés là et qu'ils travaillaient en français et tout d'un coup, juste à cause que la télévision arrive et tout, ils ont l'impression que s'ils n'apprennent pas l'anglais, ils vont perdre des possibilités d'avancement au niveau social et économique. Donc, déjà, ça c'est la première version de la pression et de la honte, mais il y a aussi celle-là où quand les grands pensants de ce monde qui s'instiguent de dire que la langue du côté français vient de la France uniquement, va toujours considérer de dire tu ne parles pas de la bonne façon, tu ne devrais pas dire ça comme ça, tu devrais le dire autrement, ou tu devrais le dire comme moi je le dis. Ben, malheureusement, ces grands pensants-là ont une tendance à vouloir purifier la langue qui n'est pas la bonne façon, parce que de cette façon-là, on se rend compte que les gens veulent de moins en moins parler le français par honte. Donc, à l'inverse, beaucoup devraient avoir la possibilité de dire « je suis fier de parler la langue que je parle ». C'est le français, comme je le connais, c'est le français québécois, par exemple, ou le français de la Louisiane, ou le français de Terre-Neuve, et d'autres endroits dans le monde qui parlent le français. Mais ça, cette mentalité-là a un danger, comme je vous l'ai dit, c'est de réduire et par la purification, la disparition en fait d'une langue. Donc, c'est pour ça que si certains entendent ça pour la première fois, que ce soit des Québécois qui pourraient sans problème dire non, moi je parle québécois et puis nous le parlons depuis très longtemps, ou à l'inverse, des gens qui sont de France ou de Belgique, de ne pas tomber dans ce fameux piège de dire que ce n'est pas la bonne façon de le parler ou la bonne façon de s'exprimer. Parce que là, on se retrouve à un danger qui va amener conséquemment envers justement la disparition encore plus rapide du français, que ce soit en Amérique et peut-être même en Europe. Donc, ou d'autres pays comme au pays en Afrique ou dans sud-est asiatique. Donc, bref, tous les endroits où est-ce que, plutôt sud-ouest asiatique, plutôt justement parce que on parle d'une seule façon de la parler alors que le français est vivant par sa diversité. Donc, cette façon de faire-là, je vous en prie, si vous étiez à croire par mégarde, par erreur ou peu importe, je ne tire pas de jugement de valeur là-dessus, mais cessez ce piège-là justement de dire que il n'y a qu'une seule façon de parler le français et que si quelqu'un d'autre s'exprime d'une autre façon, c'est peut-être une vieille façon qui a une particularité qui se maintient encore. Donc, c'est à qui de juger de dire ce n'est pas la bonne façon.
Donc encore là, ça fait partie de l'ouverture des esprits et je considère en fait que c'est probablement la meilleure façon qu'on a de maintenir non seulement les particularités, mais aussi le français dans son entièreté. Donc, à savoir justement si est-ce que ça va être suffisant, ça reste à voir, mais il faut noter que justement l'accent québécois est un accent qui est beaucoup plus vieux que l'accent français. Donc, on peut le considérer l'accent original, donc d'origine. Et puis, le Québec ainsi que le reste de l'Amérique, en fait, est une copie à peu près conforme de ce qui était parlé sous l'Ancien Régime, donc par la noblesse et la royauté, ainsi que la bourgeoisie, pour être capable de discuter entre eux. À savoir aussi que la francisation de la France ne s'est faite que sous la République de la Révolution française, donc que la France qui parle entièrement français est un phénomène jeune au niveau historique, alors qu'en Nouvelle-France, c'était quelque chose qui se faisait depuis le départ et qui continue à se faire au Québec. Donc, je dois dire que de ce côté-là, au moins, l'isolation, comme les îles Galapagos, ont amené cette protection-là. Donc, de ce français-là, qui encore aujourd'hui est un héritage culturel important, non seulement pour le Québec, mais je crois comme tout humaniste de ce monde devrait encenser plutôt que de réduire par terre de coups de talon en le dédaignant. Donc, même chose aussi pour le français de la Louisiane ou de Terre-Neuve ou peu importe, comme je vous dis. Donc, d'encenser ce français-là. D'ailleurs, pour être sur la conclusion de tout ça, Zachary Richard, qui est un gars qui vient de la Louisiane, lui parle français. Et puis, il dit que lui, c'est plus une jeunesse, on s'entend. Je sais plus à quel âge, mais ça fait quand même déjà beaucoup d'années qu'il est sur la scène culturelle, qu'il fait de la musique et tout. On l'a bien accueilli et adopté au Québec parce qu'on aimait bien ses chansons. D'ailleurs, il y a plusieurs par chansons qui font partie du répertoire que les Québécois connaissent. Peut-être même en Europe aussi, c'est pas impossible. Dont L'Arbre dans ses feuilles ou bien Jean Batailleur, pour ne citer que ces deux-là. Et donc, merci Napi pour la confirmation. Donc, il a 71 ans. Et il disait de son aveu que en Louisiane, il était attristé de voir la situation que les grands-parents, en fait, pour être capables d'entendre leurs petits-enfants parler français, devaient leur payer de l'argent pour être certain d'être capable d'aller chercher justement ces mots-là, parce que actuellement, il y a une très grande disparition du français qui se fait justement de ces particularités-là, que ce soit dans l'Ouest canadien, que ce soit partout au Canada, en Amérique, aux États-Unis, comme je vous disais, la vieille mine ou Frenchville qui ne parle à peu près plus anglais du tout parce que ça s'est perdu et parce que les grands universitaires allaient dans ces vieilles villes-là et allaient juger ces gens-là parce qu'ils parlaient le français qui s'était maintenu. Donc, on voit que il y a la double conséquence ici qui est importante à tenir en compte. À savoir justement que tant aussi longtemps qu'il y a des gens qui vont juger, dont les Québécois ou autres personnes en Amérique parlent avec le français, eh bien, il va y avoir une diminution. Au contraire, je crois que toute langue est une source de fierté. C'est pas tous les peuples qui se rendent compte de ça, c'est pas tous les gens qui se rendent compte de ça, que la langue est quelque chose d'important au niveau culturel. Mais les Québécois s'en sont rendus compte, entre autres. Il y en a d'autres aussi dans les peuples qui considèrent que leur langue est importante et c'est le cas pour tout le monde. Donc, à savoir justement, est-ce qu'on devrait continuer non seulement à être fier de la langue française, mais en plus de la protéger? Évidemment, ça c'est un avis personnel, mais je crois que oui, parce que c'est un trésor justement qui se vaut. À savoir que si on perd 90% des langues à la fin du siècle, on se retrouve avec un problème de taille, celui de manque de diversité. Donc, les gens qui font la même chose, ça devient un peu plate comme monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je considère que ça serait d'une tristesse monumentale. Déjà, toute langue qui disparaît à l'heure actuelle et qui ont disparu sont des génocides culturels, qu'ils soient volontaires ou involontaires, c'est une perte d'identité qui se fait. Donc, au niveau de l'histoire, c'est toujours des pertes de voir justement des cultures et des langues s'éteindre. Et ça serait bien triste de voir le français du Québec et du reste de l'Amérique disparaître aussi. Donc, à savoir, est-ce que ça vaut la peine d'être défendu? Certainement.
Ça fait non seulement quelque chose de différent, mais en plus de ça, qui justement, comme vous l'avez vu, est chargé d'histoire, donc qui parle beaucoup sur la langue française dans sa généralité. Ce qui fait que je crois que c'est important que j'en discute avec vous. Donc, j'ai pas mal fait le tour de la question. J'espère que ça a plu à vous tous. Donc, merci Napi d'avoir été là. C'était vraiment bien apprécié de ce côté-là. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont là et qui commencent à y voir un intérêt, si vous revenez ou de quoi, n'oubliez pas, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton follow pour être certain de ne pas rien manquer. Je vais aussi, comme à l'habitude, vous envoyer mon lien YouTube, à savoir où vous pouvez aller rejoindre les vidéos précédentes, donc passées, qui vont vous permettre justement de suivre ce qu'on a déjà discuté. Donc c'est quand même le 5e épisode, il y en a au moins 3 qui sont rendus sur YouTube et seulement là-dessus. Un 4e probablement qui va probablement peut être sur Twitch bientôt. Donc on peut aller chercher là tout ce que j'ai fait par le passé. Donc évidemment, comme j'ai toujours dit, si vous avez des suggestions, des idées que vous aimeriez, donc que vous aimeriez m'entendre parler, faut les suggérer parce que évidemment, je pourrais trouver que des très bonnes idées et vouloir travailler dessus plutôt que vous le pensez. Donc n'oubliez pas ce fait-là. C'est toujours une possibilité. Donc à considérer maintenant. Je crois que s'il y a des questions, évidemment, je peux toujours y répondre, à savoir. Actuellement, il y en a comme. J'en ai eu. J'ai le droit à une, je pense, à un moment donné. J'étais bien content. Mais ça se peut aussi qu'il n'y en ait pas, puis ça veut dire que j'ai été clair, comme à l'école. Si j'ai pas de questions des élèves, je m'attends à ce que j'ai été clair et limpide comme l'eau de roche. Donc, ça nous amène à finalement nous approcher de la fin du podcast historique. Donc,